Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment présenter le début de la lettre à Ménécée, la première partie donc qu'on intitule le préambule. Un document PDF sera associé pour tous mes élèves sur le NT et donc ici je vous donne tous les éléments pour commenter la première partie de la lettre, qui est le paragraphe introductif. Donc vous avez 20 minutes pour préparer et 20 minutes ensuite pour présenter à l'oral. Rien ne dit que l'examinateur va vous donner uniquement ce passage-là. Il peut viser plus large, vous donner par exemple le préambule plus le premier précepte qui suit, puisque la lettre, on va la découper en 5 parties. Mais ici, on se concentre sur la première. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce début de la lettre, puisque statistiquement, il y a de fortes chances que vous tombiez quand même dessus. Alors d'abord, commencez par indiquer, juste après votre intro générale, qu'on avait vu la dernière fois, donc dans la vidéo précédente, indiquer quelle est l'idée générale de ce paragraphe. Tout examinateur appréciera que, avant de vous lancer dans l'étude linéaire, l'explication linéaire du passage, vous disiez mais finalement quelle est l'idée générale, qu'est-ce que Épicure veut montrer à ce jeune Ménécée dans ce début de lettre. Alors l'idée principale, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux et que pour Épicure, philosopher, c'est ce qui permet d'être heureux. Alors cette idée, vous pouvez l'indiquer à l'examinateur, ne va pas de soi. En fait, elle engage une conception même assez particulière de la philosophie, qui même au temps d'Épicure, dans l'Antiquité grecque, n'était pas la plus répandue. D'abord, elle s'oppose à ce qu'on peut considérer être un préjugé populaire, donc lié à la doxa, qui a tendance à assimiler l'image du philosophe à plutôt un homme d'âge mûr. Si on faisait un micro-trottoir et qu'on demandait aux gens de nous dresser le portrait robot du philosophe, il serait certainement plutôt un vieillard avec une barbe. Donc, on a tendance à penser que la philosophie est plutôt une affaire de maturité, voire de vieillesse. Et donc déjà, quand Épicure dit « il n'y a pas d'âge pour philosopher » et qu'on sait qu'il est en train d'écrire à un très jeune homme, ça va contre un préjugé populaire. Ensuite, ce que vous pouvez indiquer à l'examinateur, c'est qu'en plus, par là, Épicure s'oppose à d'autres philosophes qui, eux, ont assigné un âge bien défini pour philosopher. Par exemple, Platon considérait que la jeunesse devait être une période d'épreuve, de formation, et que la véritable pratique de la philosophie devait être réservée plutôt à l'âge mûr. C'est ce qu'il indique dans son célèbre texte, Dialogue, la République, et plutôt après un programme scientifique. Le philosophe platonicien doit d'abord être un mathématicien, et celui qui n'a pas pratiqué les mathématiques n'est pas encore prêt, entre guillemets, pour la philosophie. Ceci réfère à la fameuse inscription sur le fronton de l'école, de l'académie donc platonicienne, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Voilà. Vous pouvez aussi indiquer à l'examinateur que en plus, Épicure s'oppose aux sophistes, qui eux, au contraire de Platon, considéraient que la philosophie était plutôt un passe-temps de jeunesse, mais que l'homme d'âge mûr devait ensuite abandonner, surtout pour se livrer à des rôles politiques liés à la prise de pouvoir. Alors dans le dialogue intitulé Gorgias, Platon, justement, qui s'en prend dans ce dialogue aux sophistes, qui le représente sous les traits de Calliclès, un sophiste qui l'imagine, donc qui n'est pas un personnage réel. Platon nous dit que, justement, selon Calliclès, la philosophie est bonne à connaître et à pratiquer dans la jeunesse, avec modération, mais n'est pas une occupation digne d'un homme d'âge mûr, parce qu'elle le détourne de sa mission politique au service de l'État. Alors donc, du coup, vous avez pu, comme ça, montrer à l'examinateur, qui va être évidemment très admiratif, que vous aviez des éléments de culture philosophique, et vous commencez très fort votre oral, ces fameuses 20 minutes, en exposant l'idée générale, pas d'âge pour philosopher, et en le recontextualisant. Ensuite, vous pouvez vous lancer dans l'explication linéaire de ce paragraphe. Alors, il y a une méthode assez commune qui consiste à lire d'abord tout le paragraphe. Souvent, le candidat s'assoit, lit tout le paragraphe et après, ou du moins propose de le faire. Moi, je trouve ça plus élégant de lire une phrase, dire tout ce que vous pouvez en dire,
passer à la deuxième, etc. Alors, vous pouvez toujours proposer à l'examinateur en lui disant je vous propose de lire le texte et de le commenter au fur et à mesure. S'il vous dit non, je préfère une lecture globale au début, ce qui est très douteux, surtout que tout le monde connaît par cœur ce texte, à l'oral de rattrapage, les examinateurs l'ont souvent surexploité. Donc voilà, vous pouvez proposer ça. Donc vous lisez la première phrase. Quand on est jeune, il ne faut pas remettre à philosopher. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Et puis ensuite, vous en dites tout ce que vous pouvez, c'est-à-dire ce que je vais vous dire maintenant. D'abord, Épicure donc, considère, comme on vient de le dire, qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher. Et vous pouvez l'illustrer par le fait qu'on sait qu'il a écrit, rappelez-vous, je vous disais ça la dernière fois, des lettres à des gens très jeunes, par exemple la lettre à Pythoclès, dans laquelle il expose sa physique atomiste. Eh bien, on sait que Pythoclès est mort à 18 ans. Donc on sait qu'il ne redoutait pas du tout de s'adresser à des gens très jeunes. Ensuite, vous pouvez faire une remarque par rapport au verbe qui est utilisé dans ces lignes. Épicure ne dit pas seulement qu'on peut philosopher à tout âge. Il utilise un terme beaucoup plus fort qui n'est pas celui de la possibilité, mais celui de la nécessité, puisqu'il dit « il faut philosopher à tout âge ». Donc non seulement on le peut, mais en plus il le faut. Alors c'est là que vous pouvez expliquer à l'examinateur pourquoi d'après Épicure, il faut philosopher à tout âge. Parce que justement, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Et que le bonheur, pour Épicure, est le but de la vie humaine, comme on va l'affirmer à nouveau un petit peu plus loin dans notre explication. Alors ensuite, il souligne dans cette phrase deux dangers. Un danger pour la jeunesse et un danger pour la vieillesse. Le danger de la jeunesse, il nous dit, c'est en quelque sorte remettre à plus tard. Vous connaissez peut-être le terme de procrastination que vous pouvez utiliser ici. Procrastiner, c'est quelque chose de très facile, de très tentant, que nous faisons tous volontiers, c'est remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, parce que ce sera plus chouette de le faire demain. Et c'est donc un défaut qui est souligné ici, un manque de détermination dans l'action, une sorte de faiblesse de la volonté qui touche plus facilement le jeune, bien sûr. Et puis, de manière symétrique, il y a un danger pour la vieillesse. Et le danger de la vieillesse, c'est la lassitude, comme vous avez peut-être repéré le terme. C'est-à-dire une perte de goût, de volonté qui est très certainement liée au déclin de la vitalité, une perte du désir, y compris du désir de philosopher, philosophia. Alors ces deux attitudes sont également condamnables pour Épicure, parce que les jeunes comme les vieux doivent, vous l'avez compris, philosopher. Alors ensuite on peut passer à la phrase 2. Il nous dit, donc on continue, on reprend la lecture, « Car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l'âme ». Ici, Épicure ne parle pas encore explicitement de plaisir ou de bonheur, comme il va le faire plus loin dans la lettre, on va y revenir de manière très très marquée, mais il utilise une expression qui peut surprendre, travailler à la santé de l'âme. C'est en fait une définition de ce que c'était pour Épicure à son époque que justement philosopher. Donc vous avez remarqué, il y a le terme santé qui en fait ici est très important, et Épicure utilise volontairement un terme qui relève du vocabulaire de la médecine, et par là, ce que vous pouvez expliquer à l'examinateur, c'est qu'il confère une dimension thérapeutique à la philosophie. Ça indique que pour Épicure, au départ, l'âme est malade, et que la philosophie est une sorte de médecine appliquée à l'âme. Alors c'est une conception de la philosophie qui en fait est très répandue dans l'Antiquité, qui veut que la philosophie ait des vertus donc thérapeutiques et que son but soit de soigner l'âme et ses maladies, ce qui l'a fait souffrir, à commencer par les peurs, les angoisses, l'ignorance. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des maux MAUX, de l'âme, par exemple la bêtise liée aux préjugés, à l'absence de réflexion, l'ignorance, comme on le soulignait, la peur, et la philosophie, ce serait la médecine qui permet justement de guérir ces maux de l'âme, d'accéder à la santé de l'âme, et donc un état d'âme qui serait sain et qui permet d'accéder au bonheur. Alors on peut passer à la phrase 3, où Épicure nous dit « Celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée ou est passée pour lui, ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui ou qu'elle n'est plus. » Alors, vous commencez à voir que ça se répète un petit peu, mais tant mieux, c'est rassurant. Ici, ce que vous pouvez donc montrer à l'examinateur, que ce sera une grosse attente, soyez-en sûrs, c'est que donc ici, il utilise le terme clairement, puisqu'il y a le terme heureux, donc il y a l'idée de bonheur, c'est que la philosophie épicurienne donc, est par essence liée
à la recherche du bonheur. C'est-à-dire se définit comme un art d'être heureux. Or, une philosophie qui se soucie avant tout du bonheur, qui place le bonheur comme but, comme fin de la vie humaine, c'est ce qu'on appelle une philosophie eudémoniste. Donc ça vient de eudaimonia, qui signifie justement le bonheur en grec. Alors je vous l'avais dit dans la première vidéo, je vais vous demander un effort particulier qui est de retenir pour pouvoir frimer un petit peu à l'oral à peu près 5 je crois termes grecs du grec ancien. Le premier c'est celui-ci, eudémonisme, sans H au début. Qui vient de eudaimonia. Donc une philosophie eudémoniste, comme celle d'Épicure, cherche avant tout le bonheur. Il en fait le plus grand bien, on retrouvera ça tout au long de la lettre. C'est tout ce que l'homme peut désirer, c'est ce que nous cherchons sans relâche, d'après Épicure. Et en fait, dans la suite de la lettre, vous pouvez déjà l'indiquer, Épicure va définir le bonheur comme un état continu de plaisir. Et chercher le plaisir, ça porte un autre nom, qui peut-être est un petit peu plus connu, c'est ce qu'on appelle hédonisme. Donc voilà, la philosophie d'Épicure, vous pouvez tout de suite le dire à l'examinateur, c'est à la fois un eudémonisme et puis un hédonisme, cette fois avec un H. Et donc c'est ce qui fait d'ailleurs sa marque et son originalité, et puis aussi peut-être son succès et son actualité encore. On peut tout à fait placer le bonheur comme but de la vie humaine, mais en le cherchant autrement que par le plaisir. Par exemple, dans la morale très rigoriste de Kant, philosophe allemand des Lumières, on va rechercher le bonheur par le devoir. Donc on est à l'opposé de ceci. Pour Épicure, être heureux, c'est ressentir du plaisir. Voilà. Alors on va passer à la phrase suivante, la phrase 4. Donc le jeune homme et le vieillard doivent donc philosopher l'un et l'autre. Celui-ci, donc le vieillard, pour rajeunir au contact du bien en se remémorant les jours agréables du passé, et celui-là, le jeune, donc, afin d'être, quoique jeune, tranquille comme un ancien, en face de l'avenir. Donc voilà une longue phrase, vous allez voir qu'elle n'est pas très difficile à commenter. À nouveau, donc Épicure nous dit qu'on n'est jamais ni trop jeune ni trop vieux pour philosopher, et que l'un et l'autre, jeune homme et vieillard, doivent philosopher. Alors d'abord, il nous dit on n'est jamais trop vieux pour philosopher. Il nous dit la philosophie va permettre au vieillard de rajeunir, voilà, on a trouvé l'élixir de jeunesse, au contact du bien. En se remémorant les jours agréables du passé. Alors qu'est-ce que c'est que ce bien au contact duquel on rajeunit? Justement, c'est le plaisir, c'est le souvenir des moments heureux et du plaisir qu'on a accumulé. Autrement dit, pour Épicure, le bonheur et la joie de vivre ne sont pas le privilège de la jeunesse. Ils peuvent être prolongés dans la vieillesse par ceux qui savent rester jeunes d'esprit, justement grâce à la philosophie, au contact du plaisir. Et donc voilà, ici il bouscule un autre préjugé qui dirait que la joie de vivre est le privilège des jeunes. Il pense que la philosophie peut permettre aux vieillards, au contact du bien et du plaisir, en jouant ici aussi sur le rôle de la mémoire, puisqu'on peut puiser dans les souvenirs heureux qu'on a accumulés une joie durable et inépuisable. Donc loin de se morfondre, le philosophe épicurien se réjouit des moments heureux qu'il a vécu, des plaisirs qu'il a cumulés pour vivre heureux jusqu'au dernier jour dans cette recherche. Inversement, il nous dit ensuite, on n'est jamais trop jeune pour philosopher, le jeune homme doit philosopher pour être, quoique jeune, tranquille comme un ancien face à l'avenir. Alors là aussi, il s'oppose encore à un préjugé très répandu selon lequel la sérénité, finalement, ne pourrait s'acquérir que sur le tard, serait en quelque sorte le privilège de la vieillesse, mais ne pourrait pas être atteinte par les jeunes gens. Épicure, au contraire, nous dit qu'il est tout à fait possible, grâce à la philosophie, d'être déjà serein, tranquille comme un ancien, tout en étant jeune. Et donc, ici, c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup, évidemment, Ménécée, et puis vous, jeunes lecteurs. Et il va, dans la suite de la lettre, nous expliquer justement comment. Du coup, c'est pour ça qu'il y a urgence à philosopher, d'après Épicure. Ça, il faudra bien le souligner face à l'examinateur, puisque il ne faut pas perdre son temps à chercher ailleurs ce que la philosophie peut nous apporter, sous prétexte qu'on est jeune. Et ceux qui prétendent que voilà, ils ont bien le temps de devenir sages et tranquilles se trompent, puisque le temps passe, ne revient pas. Il ne faut pas repousser le fait d'être heureux. Et ne pas retarder le moment de la sérénité, de la tranquillité, sous prétexte qu'on est jeune. C'est tout de suite qu'il faut donc prendre ça en main. Ici, on peut penser au célèbre vers du poète latin
qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Horace, le célèbre vers que vous connaissez, Carpe diem, cueille le jour. On peut aussi, si vous en avez envie, vous pouvez aussi faire référence, l'examinateur comme ça verra l'étendue de votre culture, vous pouvez aussi faire référence au sonnet de Ronsard qui nous dit qu'il faut cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie, sonnet pour Hélène. Et donc, si vous voulez, c'est ici que vous pouvez parler justement de cette prolongation très, très célèbre de la lettre à Ménécée. Vous pouvez aussi souligner l'importance du mot tranquille. Pour Épicure, le bonheur va de pair avec un état d'âme tranquille, c'est-à-dire que celui qui est inquiet ne peut pas connaître le bonheur. Et le but de la philosophie, et là je vous livre le 3e terme grec après eudémonisme et hédonisme, c'est d'atteindre ce que on appelle dans l'Antiquité ataraxie. Ataraxie, donc A-T-A-R-A-X-I-E, c'est l'absence de trouble de l'âme. C'est un état d'âme justement qui est celui de la santé de l'âme, qui est une libération de souffrance qui donne accès justement au plaisir et même au bonheur. L'absence de souffrance. Alors si le plaisir réside là, dans la tranquillité, l'absence d'angoisse, de stress, de souffrance, on peut dire que la philosophie épicurienne, vous voyez, ne correspond pas tout à fait à la caricature qu'on s'en fait, c'est-à-dire une quête effrénée de plaisir. Rappelez-vous l'image que beaucoup se faisaient de ce qui se passait dans le jardin d'Épicure. C'est pas du tout une recherche perpétuelle et violente de satisfaction débridée, c'est plutôt un état de repos et de stabilité. Voilà. On passe à la phrase suivante, donc la phrase 5. Par conséquent, il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le bonheur, puisque lorsqu'il est à nous, nous avons tout, et que quand il nous manque, nous faisons tout pour l'avoir. Ici, on voit que justement l'épicurisme n'est pas une philosophie de l'action effrénée, puisqu'on trouve le terme méditation. Et que donc, justement, Épicure nous dit qu'il faut méditer avant tout sur les causes qui peuvent produire le bonheur. Et de ce point de vue-là, la lettre à Ménécée peut être définie comme un ensemble de raisonnements qui vise justement à guider notre recherche du bonheur, nous apprendre une méthode pour atteindre le bonheur. Et cette méthode, on le voit, va passer par de la méditation, plus que par de l'action. Alors cette méthode, justement, elle correspond à ce qu'on appelle, c'est le donc 4e terme grec, tétrapharmakos. Donc tétra, vous connaissez sûrement, c'est le préfixe de ce mot renvoie au chiffre 4 en grec, tétra, et pharmakos, sans surprise, ça signifie remède, vous l'avez sûrement anticipé. Donc tétrapharmakos, c'est quoi? C'est le quadruple remède, c'est-à-dire la méthode qu'il va nous donner à méditer et qui peut nous conduire justement au bonheur. Et donc pour finir ce paragraphe, justement, phrase 6, on va en repasser une couche là-dessus. Il dit à Ménécée, attache-toi donc aux enseignements que je n'ai cessé de te donner et que je vais te répéter, mets-les en pratique, convaincu que ce sont là les principes nécessaires pour bien vivre. Alors dans cette dernière phrase, qui va clore le préambule, Épicure donc, qui du même coup annonce déjà ce qui va être dit, vous allez voir à la fin de la lettre, ici nous dit donc qu'il y a des principes nécessaires pour bien vivre. Alors je vais énormément reprendre cette expression dans toute la suite de la lettre, c'est-à-dire ces principes qui sont au nombre de 4, donc sont les 4 points qu'il va falloir méditer, quasiment ruminer, et donc ce qu'on va appeler les 4 remèdes justement au mot, M-A-U-X toujours, de l'âme humaine. Et donc la philosophie d'Épicure peut tout entière être ici définie comme la proposition, dans la lettre à Ménécée, la proposition d'un remède composé de 4 éléments, on peut dire 4 règles de vie, 4 principes à méditer qui donc vont permettre d'atteindre la santé de l'âme et de nous libérer de 4 maux qui rongent notre âme, qui sont, donc ça donne en même temps le plan des séances à venir. Premier remède, donc ça va être le paragraphe suivant, la peur des dieux, la crainte des dieux, ce qu'on appelle couramment la superstition. Alors, mal qui sévissait plus dans l'Antiquité qu'aujourd'hui, mais vous allez voir, ça donne lieu à un petit paragraphe. Deuxièmement, alors là, un des maux de l'âme les plus intemporels qui continue à sévir beaucoup aujourd'hui, évidemment, c'est la crainte cette fois de la mort. Comment se guérir de ça? Troisièmement, le troisième mal dont il faut se libérer et pour lequel il va aussi nous donner un remède, c'est le caractère illimité du désir qui nous mène à de la souffrance et à de la frustration. Et enfin, quatrième point, on verra l'incapacité à endurer la douleur.
Donc le but d'Épicure dans cette lettre, ça va être de convaincre Ménécée sur ces 4 points. Donc, parce qu'un homme qui vivrait selon ces 4 principes connaîtrait justement un état d'ataraxie, de sérénité, de bonheur parfait. Du même coup, pour conclure, ce que vous pouvez souligner, c'est que Épicure nous donne en quelque sorte une définition, négativement, il nous donne à lire une définition du malheur. Le malheur, c'est quoi? C'est d'être dans la peur, la peur des dieux, la crainte de la mort, c'est d'être dans l'illimitation du désir qui mène à la frustration et la faiblesse face à la douleur. Et donc, ces 4 maux de l'âme que Épicure cherche à dissoudre, et qui rendent notre âme malade. Il nous dit que la philosophie peut nous en débarrasser, quel que soit notre âge. Et donc, dans la suite de la préparation, nous allons faire un à un ces 4 remèdes du tétrapharmakos. Voilà, pour aujourd'hui, la séance est terminée. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ce préambule. Et donc, bonne préparation de votre côté et à très bientôt. Au revoir.